Prise 1. Bienvenue à La Quête, le podcast scientifique et ludique guidé par la perpétuelle recherche de performance sportive. On est content de partager ça avec vous. Merci d'être là. Ah oui, Voilà. Aujourd'hui, affûtage, oui, communément appelé tapering. en anglais. Taper. J'ai pas connu ça au début dans mes entraînements parce que ça touche plus les sports d'endurance, même ça touche l'haltéro, CrossFit, etc. Mais depuis que je fais du vélo et j'ai quelques petits défis de vélo, l'affûtage est méga important. Ouais. Fait qu'on va couvrir ce sujet-là qui m'était un peu pas clair avant. Mais qu'est-ce que c'est l'affûtage, tapering, de quoi qu'on parle? Fait que dans le fond, on parle de tapering lorsqu'on parle d'une réduction stratégique et progressive du volume d'entraînement à l'approche d'une compétition. Moi, il manquait une partie importante. S'il n'y a pas de compétition, le tapering, ça ne sert pas à grand-chose. Et c'est en partie pourquoi, quand tu commençais dans le gym, tu n'en faisais pas d'affûtage parce que tu n'avais pas de compétition. Non. C'est vraiment pour dissiper la fatigue et te permettre d'exprimer le fitness que tu as gagné à l'entraînement. C'est pour ça que le tapering fonctionne, parce que la fatigue se déplace plus vite que les gains en fitness. Ce que je veux dire par là, c'est que tu vas faire un entraînement, par exemple, très difficile. Dans les heures et les jours qui suivent après, tu es très fatigué. Si tu te permets quelques heures de récupération, quelques jours de récupération, tu vas revenir à ton état normal. Puis si tu enchaînes ça sur plusieurs mois d'entraînement, ben ton fitness va croître petit à petit. Et là, au moment où est-ce que tu arrives à l'approche de ta compétition, puis là, tu réduis en partie ton stress d'entraînement, ben ton gain en fitness qui, lui, bouge moins vite vers le haut, il bouge aussi moins vite vers le bas. Donc, tu vas pas perdre tous tes gains à cause que la fatigue se dissipe, puisque la fatigue bouge plus vite que le fitness. C'est la petite différence qu'on vient créer pour avoir une expression de notre fitness lors de la compétition. OK, fait de sens. Ouais. Mais là, j'ai un événement, là. Ouais. J'ai une course, j'ai un truc de CrossFit, d'haltéro, peu importe. Ouais. Comment que je prépare mon tapering? En quoi ça consiste? Je fais juste arrêter, j'arrête tranquillement? Parle-moi un peu de ça. Ouais, mais il y a vraiment plusieurs options, puis c'est une grande question chargée, mais on va y aller en deux phases. La première, c'est les moments où est-ce que tu souhaiterais arrêter à 100%, puis les moments où est-ce que tu ne souhaiterais pas arrêter à 100%. OK. Fait qu'il y a très peu de moments où est-ce que tu voudrais cesser complètement l'entraînement à l'approche d'une compétition. La seule raison serait si tu es vraiment malade ou si tu as un pépin là, d'entraînement ou que tu fais haltéro, CrossFit, powerlifting, des sports qui sont vraiment basés sur l'expression neuromusculaire. Là, tu pourrais te permettre d'arrêter environ 2 à 3 jours avant ta compétition, OK. puis vraiment rien faire. Sinon, le reste du temps, on veut rester relativement actif. Puis là, le reste du temps, quand on parle de taper, on parle d'une période de entre 7 à 28 jours avant ta compétition. Puis ça dépend vraiment beaucoup des individus, là, mais disons classiquement, c'est de 10 à 14 jours avant la compétition qu'on va vraiment tomber en phase d'affûtage. Et là, on va venir réduire le volume d'entraînement progressivement selon certaines stratégies. OK. Tu peux réduire ton volume d'entraînement d'une manière linéaire, d'en faire un petit peu moins à chaque jour jusqu'à l'approche de ta compétition. Tu peux faire une diminution exponentielle où est-ce que tu vas venir descendre rapidement ton volume d'entraînement dans les premiers jours, puis après ça, te stabiliser un peu à l'approche de ta compétition. Et il y a comme la version par marche où est-ce que tu vas faire un certain pourcentage une semaine, légèrement moins la semaine d'après, légèrement moins la semaine d'après. Donc, ça va être comme un petit escalier descendant. Mais règle générale, on parle d'une réduction du volume de 40 à 60% environ du volume. Souvent, ça va être une réduction de 40% la première semaine, puis d'un 20% additionnel pour tomber à 60% la semaine numéro 2 à l'approche de ta compétition. OK. Est-ce qu'on parle d'intensité là-dedans aussi, dans le sens où on parle de volume, on parle de nombre de kilomètres courus, on parle de nombre de charges levées avec les répétitions et tout. Est-ce que c'est la même chose pour l'intensité que je mets dans l'entraînement? En fait, il y a quelques recommandations générales. Il y a des choses qu'on veut maintenir, puis il y a des choses qu'on veut augmenter ou réduire. Pour ta question sur l'intensité, on veut absolument maintenir l'intensité, voire l'augmenter. Parce que si ta fatigue se dissipe, tu es peut-être un petit peu plus frais à l'entraînement et ça te permet d'avoir des entraînements de très haute qualité et peut-être d'avoir un petit peu plus d'intensité.
Par rapport aux choses que tu veux conserver, il y a la fréquence d'entraînement. Donc, tu gardes ton même nombre d'entraînements par semaine, sauf que tu vas venir réduire ton volume. Le volume, la quantité totale de répétitions, d'heures d'entraînement, de distance parcourue, ça, tu vas venir le réduire de 40 à 60% environ. OK. Puis, un autre aspect à considérer au-delà du maintien de l'intensité, du maintien de la hausse de l'intensité, du maintien de la fréquence et de la réduction du volume, c'est maximiser ta récupération. Donc, tu veux que dans ta période d'affûtage, là, c'est le temps de réduire l'inflammation, réduire les courbatures, prévenir les courbatures, vraiment avoir une stratégie d'entraînement et de récupération, des bains froids, même des pilules anti-inflammatoires. Bref, tu veux vraiment maximiser ta récupération pour te permettre de bien performer à ton événement. Et la dernière décision qui s'offre à toi, c'est qu'est-ce que tu fais avec la musculation. Si tu es un athlète d'endurance, il y a des études qui montrent que le retrait de la muscu pendant 1 mois avant ton événement te permet de conserver des acquis au niveau du coût de la gestuelle, de ton économie. Donc, ça veut dire que courir à une certaine vitesse ou faire du vélo à une certaine vitesse va te coûter la même chose. Donc, tu vas pas perdre en efficacité malgré que tu aies retiré la musculation pour 1 mois. Fait que le fait de retirer la muscu pour jusqu'à 1 mois te permet peut-être d'avoir un petit peu plus de fraîcheur dans tes entraînements à d'autres intensités, peut-être avoir une meilleure balance de récupération parce que tu as un petit peu moins de training dans ta semaine. Puis finalement, c'est ça, tu vas être dans un contexte parce que tu veux vraiment optimiser ton signal d'entraînement, mais aussi optimiser ta récupération. OK. Je pense que c'est un peu contre-intuitif dans le sens où on pense tout le temps qu'à l'événement, on va être vraiment prêt. Fait que chaque workout, les semaines avant va être important, puis les 4 jours avant vont être importants, pendant que le temps d'adaptation est quand même lent. Oui, puis c'est un peu le point que j'essaie d'amener en début d'épisode où est-ce que les gains en fitness bougent très lentement. Tu sais, ça prend beaucoup de jours, beaucoup de semaines, beaucoup de mois d'entraînement pour voir une différence positive dans notre VO2 max ou notre économie. Il y a des facteurs physiologiques qui changent à l'entraînement positivement, mais ils changent lentement. Tandis que la fatigue, elle, bouge beaucoup plus vite, autant vers le haut, vers le bas. Tu peux devenir fatigué très rapidement, mais aussi récupérer assez rapidement. Donc, c'est juste important de jouer avec la balance entre la récupération, la fatigue, la performance. Quand même une petite tâche de jonglerie. Ouais. Si le volume est vraiment haut, j'arrive à bien faire ma planification d'entraînement, je m'entraîne comme il faut, mon volume augmente tranquillement. Est-ce que plus le volume va être élevé, plus je devrais taper longtemps? C'est une super bonne question. Puis je vais y répondre de 2 manières différentes. La première, c'est juste une petite parenthèse pour dire que ça a été montré que les périodes d'affûtage fonctionnent mieux lorsqu'il y a une petite surcharge avant la réduction. Donc, tu peux voir ta période de préparatoire à la performance sur une période de, disons, 4 semaines, où est-ce que les 2 premières semaines, c'est une surcharge. Tu vas venir créer de la fatigue, puis après, mettons une fatigue additionnelle à ton entraînement normal. Puis après ça, tu viens t'affûter, tu viens réduire ton volume d'entraînement. Puis là, c'est montré que l'affûtage était encore plus important. Fait que ta question, c'était vraiment, si j'ai un gros volume, est-ce que je veux taper plus longtemps? Là, ça dépend vraiment beaucoup de plein de choses. Ça dépend de ton sport, de la durée de ta performance, du type d'individu que tu es, si tu as plus de fibre 1 ou de fibre 2. Ça a été montré que la récupération pour les athlètes qui ont plus de type 2 était plus lente. Puis, le grand risque à la surcharge avant le taper, c'est de venir complètement nuire au taper. Si tu crées une surcharge qui est non fonctionnelle, si tu deviens trop fatigué, c'est possible que les 2 semaines de taper ne soient pas suffisantes pour que tu récupères et donc ta performance va en souffrir. Fait que c'est vraiment une grande dose d'équilibrage. Il y a moyen de tester des mécanismes de taper à l'entraînement hors compétition pour savoir un peu comment tu gères ça. Mais on veut pas faire ça trop souvent dans l'année parce que ça perd un peu ses effets. Il faut quand même avoir une certaine quantité de volume bâti pour pouvoir créer un allègement parce que si on fait une compétition, mettons en février, puis après ça en mars, puis en avril, puis en mai, puis on fait des tapers à chaque fois, mais on n'a rien à affûter. C'est pas vraiment un affûtage. C'est clair. C'est quoi la différence entre un taper et un deload, mettons? C'est une bonne question. Le deload, c'est un allègement souvent qui est cyclique à l'entraînement où est-ce que tu vas faire une séquence de 2, 3, 4 semaines de surcharge avec 1 semaine de deload qui va venir créer une certaine récupération pour te permettre de passer à la prochaine phase d'entraînement. Classiquement, ton deload va être
60 à 70% de ta plus grosse semaine que tu viens de faire, puis elle va équivaloir à peu près à la première semaine de ton bloc d'entraînement pour faire une espèce de phénomène d'escalier qui monte, qui descend, qui monte, qui descend, mais qui a une tendance générale qui va vers le haut parce que ton volume d'entraînement augmente progressivement. OK. Ça a du sens? Ça fait sens. Super. Et à l'inverse de tantôt, quand je te disais que j'ai eu le temps de préparer mon événement, j'ai monté mon volume, si j'arrive à un événement et que je ne suis pas préparé, pour X, Y raison, j'ai pas réussi à build up assez de volume, j'ai 5 semaines pour mon événement qui est à 21 km de course. Est-ce que ça vaut la peine de taper? Est-ce que je le fais? Ou est-ce que là, chaque entraînement vaut la peine puis j'ai pas besoin de affûter parce que justement, j'ai pas réussi à créer assez de volume, j'ai pas de surcharge, comment que je dérange? Clairement, si tu t'es pas assez entraîné, si ton volume chronique n'est pas assez élevé, un affûtage, ça n'a pas grand-chose. Ce que tu pourrais faire, c'est un micro-affûtage, où est-ce que tu vas venir faire tes 5 semaines d'entraînement, puis garder tes 3 jours avant l'événement, où est-ce que tu fais presque rien, tu viens juste évacuer une partie de la fatigue que tu auras bâtie dans les dernières semaines sans faire l'espèce d'atterrissage d'avion du siècle de ton affûtage, là, tu sais. Puis tu vas être relativement frais pour ton événement, mais tu n'auras pas perdu trop de temps de performance à récupérer. Tu comprends ce que je veux dire? Si, mettons, tu avais pris 3 semaines sur tes 5 semaines pour bâtir, puis 2 semaines d'affûtage, ben tu as sûrement une 7 à 10 jours où est-ce que tu compromets les gains possibles en réduisant ton volume d'entraînement versus continuer à progresser puis te rapprocher d'un état préparatoire plus adéquat pour ton entraînement. Après ça, il y a l'aspect de stress mécanique. Pour un 21 km, il faut que tu aies un certain volume chronique pour éviter les blessures. Fait que ça, j'évacue cette partie-là de ma réponse, mais souvent, les gens sont trop agressifs dans leur augmentation de volume pour les événements de course parce que il y a la pression de l'événement qui se rapproche, puis ils n'ont pas réussi à en faire assez, et puis là, ils craignent ça. Vraiment faire attention, là. Même que, c'est une parenthèse, on n'avait pas discuté, mais je trouve ça important de le dire. Je proposerais aux gens de changer de paradigme par rapport à leurs événements. Puis plutôt que de t'inscrire et de te préparer pour être prêt, tu te prépares au genre d'événement que tu veux faire et quand tu es prêt, tu t'inscris. Pour qu'il n'y ait pas de pression de genre, il faut que je craque mon volume, il faut que je craque mon intensité, puis là, tu prends des chances de te blesser versus permet à ton corps d'absorber l'entraînement d'une manière qui est individuelle à toi. Puis une fois que tu es rendu là où tu voudrais être pour X événement, bien là, inscris-toi. Je crois que les gens veulent faire chaque événement comme un événement A. Ouais, exact. C'est ça, je pense, un des problèmes. Tu sais, ma copine s'inscrit à plein de courses cet été. Puis là, elle veut performer à chacune des courses. Fait que là, je suis comme, elle veut monter le volume, l'intensité. Puis je suis comme, vois tes premières courses comme étant des courses, comme des entraînements. Exactement. Tu sais, prends une course dans la fin de ta saison, parce que tu sais que tu vas être prête, comme étant l'événement que tu veux vraiment performer, avoir un bon temps. Le reste, prends-les comme étant juste des entraînements un peu plus difficiles, au point que le lendemain, tu sois correct pour recourir. Fait que là, elle a fait une course là, un mois, puis le lendemain, elle était good to go. Là. Puis je suis comme, c'est exactement ça. Ça prouve que l'entraînement était adéquat pour juste faire l'événement. Puis après ça, tu sais, on parle de taper, mais il faut savoir que la différence entre un taper réussi et un taper non réussi, c'est de l'ordre de quelques pourcentages sur ta performance finale. Là, ça a été montré dans les méta-analyses que c'est des fois de 1 à 6, 8%, tout au plus, là, genre, quand comme tous les as sont alignés. Fait que, tu sais, quand tu penses à, mettons, ton 21 km, disons, pour faire le chiffre rond, tu t'es amélioré de 5%, c'est pas tant que ça. Tu sais, fait que c'est, la magie de l'affûtage n'existe pas vraiment. C'est beaucoup plus, c'est quoi ton volume chronique, c'est quoi ton niveau de performance day in, day out. C'est ça qui va conditionner ta performance beaucoup plus que, il faut que, genre, je réussisse mes derniers jours d'entraînement. Si ça permet d'enlever un petit peu de stress aux gens de il faut absolument que je fasse un bon affûtage pour bien performer, c'est pas ça du tout. C'est plus un bon cadre d'entraînement hebdomadaire sur plusieurs semaines, plusieurs mois. C'est ça qui va augmenter ta performance. 5% pour un athlète, c'est la différence entre un top trop non, mais 5% pour toi, moi. Bon, on est tous des athlètes. C'est ça, mais quand même. Dans notre cas. Mais si le mindset t'es pas là cette journée-là, ton 5%, c'est pas que tu le perds parce que t'es pas prêt mentalement non plus à l'événement, t'es stressé face à l'événement. Il y a tellement de choses. Puis, malheureusement, toutes les stratégies de performance ne s'additionnent pas. Dans le sens, tu vas mettre tes bas de compression. Mettons qu'on prend un triathlète. 2%. C'est ça, 2%. Puis là, tu vas prendre ta caféine, 3%. Puis là, tu vas faire un taper, 4%. Puis là, tu vas, faire tes stratégies de visualisation, 4%. Mais
bien que analyser individuellement, ces stratégies-là fonctionnent, c'est malheureusement pas additif tous les effets. Il y a comme un plafond de changement là, instantané que tu peux faire grâce à certaines interventions. Donc, concentrons-nous sur quelques éléments d'importance, puis après ça, faisons notre performance plutôt que d'essayer de tout optimiser, parce que malheureusement, si on pouvait augmenter notre performance de 20%, bien on le ferait tout, mais c'est malheureusement pas comme ça que ça marche. Puis quel genre d'outils ou de stratégie je peux appliquer pour voir si j'ai besoin d'un taper, voir si le taper a été réussi post-événement? Quant à la réussite du taper, il y a évidemment les sensations au jour J qui comptent beaucoup. Parce que tu pourras jamais savoir ce qui serait arrivé si tu n'avais pas fait le taper. Tu peux pas te diviser en deux. Donc, on y va avec les sensations. Si tu te sentais flat, pas d'énergie, les jambes lourdes, tu étais à bout de souffle rapidement, bon là, c'est des indices qui indiquent que peut-être c'était pas réussi. Par contre, c'est trompeur parce que si tu es relativement frais, tu peux généralement pousser un petit peu plus fort, donc ça peut peut-être être pour avoir plus soufflé, c'est ça. Donc bon, à voir, mais il faut absolument quantifier l'entraînement pour savoir si le taper a été réussi. Il faut connaître la charge d'entraînement chronique là, des 8-12 dernières semaines avant l'affûtage. Puis il faut aussi compter le stress d'entraînement lors de l'affûtage pour faire un peu une proportion entre les deux. Ça te permet de savoir si tu as bien dosé ta charge d'entraînement. Ça, c'est pour l'aspect externe, l'aspect qui est imposé à l'athlète. Après ça, il y a l'aspect interne, comment l'athlète reçoit l'entraînement et est en mesure de l'absorber. Donc, il y a plusieurs indicateurs pour ça. Ça peut juste être, tu te sens comment de 1 à 10. Il y a aussi des éléments comme la variabilité de la fréquence cardiaque, soit avec qui est mesurée soit avec une bague ou un capteur de fréquence cardiaque. Il y a moyen d'avoir des applications pour nous aider à suivre notre variabilité de fréquence cardiaque qui nous permet de savoir un peu comment est-ce que notre corps perçoit le stress qui nous est imposé à l'entraînement, puis qui absorbe un peu la charge d'entraînement. Donc, on peut aller plus en détail dans ce sujet-là dans un autre épisode, mais juste pour mentionner que c'est possible de savoir comment notre corps réagit d'une manière un petit peu plus scientifique que comment on sent. Mais ça reste que comment on sent, ça fonctionne vraiment bien. Et il y a aussi des marqueurs. S'il y a des gens qui sont en train de faire du sport d'endurance puis qui utilisent des logiciels comme Strava ou Training Peaks, ils peuvent utiliser certains des marqueurs qui sont spécialisés dans l'application, on va dire, qui sont offerts par l'application pour voir si leur affûtage fonctionne ou pas. Généralement, dans Training Peaks, on voudrait être dans un niveau de fraîcheur d'environ 20 à 30. Un score de 20 à 30 en ce qui concerne le form. Ceux qui utilisent Training Peaks vont savoir de quoi on parle. Ceux qui ne le savent pas, ben, qui nous écriront leurs questions. Puis ils commenceront à utiliser Training Peaks. Mais même chose avec Strava. Donc, on veut avoir une espèce de score cible, environ 15 à 25, 20 à 30, au jour J. Donc, il faut comme vraiment prévoir l'espèce d'atterrissage d'avion. C'est vraiment l'analogie que j'utilise, que on s'entraîne, on est haut dans les nuages, puis à un moment donné, quand c'est le temps d'arriver à l'entraînement, ben on réduit le volume d'entraînement jusqu'à temps qu'on atterrisse. Ça nous permet de connaître un peu la stratégie d'atterrissage de l'avion. On est où dans notre score de forme, de récupération. C'est la même chose pour les sports comme le CrossFit, l'haltéro, c'est le même principe d'affûtage. On parle beaucoup d'endurance, mais quelqu'un qui fait d'autres types de sports, c'est la même chose. C'est de plus en plus recherché dans la science, les autres sports que les sports d'endurance. C'est vraiment les sports d'endurance qui ont pavé le chemin aux stratégies d'affûtage. Puis là, il y a des chercheurs qui commencent à s'intéresser aux sports d'équipe. Même j'ai vu des papiers ce matin quand je préparais l'épisode de juste comment optimiser ton saut vertical, donc vraiment une épreuve là, de puissance maximale musculaire. Et c'est sensiblement les mêmes stratégies. Ça va toujours être des réductions d'une dizaine de jours avant la performance, pardon. Ça va souvent être de 40 à 70% de réduction du volume. Donc, c'est soit parce que c'est ça qui fonctionne, ou ils ont pris les recommandations d'endurance puis ils l'ont appliqué au sport en question puis ils se disent comme « Ah, ça marche ». Peut-être qu'il y aurait des stratégies différentes, on sait juste pas, ça n'a pas encore été assez recherché, mais c'est les mêmes principes. Réduction du volume, maintien de l'intensité, maintien de la fréquence, et on voit qu'il y a une augmentation de la performance au niveau de changement de direction, VO2 max, action critique, là, comme sprinter ou sauter pour un ballon, ou ça dépend de ton sport, là, vraiment en contexte de sport d'équipe. Donc ça marche autant pour l'haltéro, CrossFit, sport d'équipe. L'affûtage fonctionne aussi, puis c'est sensiblement les mêmes recommandations. Après ça, à savoir s'il devrait en avoir des différentes. Je pense qu'on est c'est trop nouveau dans la science pour qu'on puisse se prononcer. Okay. Idée de capsule future qu'on va faire, ce serait préparation à un événement.
Ouais. Puis on pourrait couvrir, je pense, l'affûtage, la nutrition, plein d'autres aspects que j'ai plein de questions que j'ai en tête qui n'ont pas trop rapport avec l'affûtage. C'est le fun de mettre tous les segments qui peuvent aider la performance en un épisode. Voir un peu comment on le gérerait pour nos clients ou pour nous-mêmes. Là. Même le stress psychologique, tout ça. Ouais. Tout ça. As-tu une autre question par rapport... En fait, j'ai-tu d'autres questions? Moi, la réponse est non. Oui. J'ai couvert pas mal tout ce que j'avais. As-tu d'autres points que tu voulais couvrir que j'ai oublié de... Je pense que ça fait vraiment le tour. Oui. C'est un peu plate comme réponse. Non, mais des fois... Juste vraiment faites le tour, tu sais. Puis donc, comme mot de la fin, c'est plus important l'entraînement chronique que l'affûtage. Si l'entraînement chronique est bien fait, l'affûtage peut aider. Et je pense que c'est là où est-ce que d'avoir un coach dans les derniers moments, c'est vraiment important parce que tout le monde se met à stresser. J'en ai-tu trop fait, j'en ai-tu pas assez fait? Et il y a un petit phénomène qui s'appelle le blues, le taper blues, où est-ce que là, t'es comme un peu perdu, tu sais, ta structure de semaine est un peu perturbée. Aussi d'un point de vue sensation, tu sais, tu vas venir alléger la charge d'entraînement, donc tu vas te sentir un petit peu mieux, mais là, tu vas sentir que t'es pas en train de faire ce que tu devrais faire, t'es pas en train de t'entraîner autant qu'avant, tu sais. Donc, d'avoir quelqu'un pour te guider, d'avoir une deuxième opinion ou juste une oreille attentive qui va te gérer tes émotions en stratégie de taper, je pense que c'est vraiment important. Donc, c'est possible de s'entraîner seul, mais ça demande vraiment beaucoup de discipline au moment de l'affûtage, de gérer son volume d'entraînement puis pas trop en faire. Donc, c'est là que... Parce que même moi, je suis coach, puis t'as vu, je suis pas coach de sport endurance, mais pas encore. Ouais. Mais ça reste que, même moi, j'ai le goût d'en faire un petit dernier, tu sais. En me disant, 14 jours taper, c'est peut-être trop. Je m'en pas d'en prendre 12. Peut-être une autre petite journée de vélo de dénivelé. Peut-être juste pour dire ça. Puis là, pour la chose, il reste 4 jours. C'est ça. Puis là, je suis comme, là, je suis brûlé. Je suis brûlé, ouais. Fait que, mais le point que t'as amené par rapport à l'intensité, le fait que tu diminues le volume, puis que tes séances d'intensité restent les mêmes, tu peux peut-être augmenter un petit peu, ça fait vraiment du sens. Parce que c'est vrai que quand ton volume est élevé, mes séances d'intensité sont pas si folles. Je me sens pas tant si frais que ça. Non, exact. À cause que le volume me brûle. Même si le volume est quand même comme pas tant stressant, il y en a tellement que ça finit par être stressant pour le corps. Fait exact. De pouvoir me dire que les semaines avant mon événement, je vais pouvoir augmenter un petit peu l'intensité ou me sentir mieux dans mes périodes d'intensité, d'intervalle, peu importe, ça me rassure un petit peu plus. Puis il y a même des stratégies qui montrent que mettons là, que tu fais ton taper en 3 phases. La phase initiale où est-ce que tu diminues ton volume beaucoup. Puis après ça, tu as comme une certaine phase de stabilisation. Il y a des gens qui se sentent flat à ce moment-là. Au-delà du taper blues, là, qui sont comme, OK, mes performances sont amoindries. Ben, il y a des coachs qui font une réintroduction du volume et de l'intensité 2, 3, 4 jours avant pour venir recréer une espèce de stress, d'adaptation pour que tu sois prêt pour l'événement. Parce qu'il y a des gens qui, le lendemain d'une journée de congé, se sentent toujours flat. Puis là, t'es comme, OK, mais là, je veux pas que le moment que je flatte soit ma compétition. Fait que tu vas venir réintensifier juste avant ta compétition. Tu prends comme une demi-journée off de ta compétition. C'est une stratégie qui est possible. Donc, si jamais t'es pas capable d'en faire... Excuse-moi, je recommence. Si jamais tu en fais toujours trop, ben, tu peux te sécuriser en te disant, je vais en faire nettement moins que d'habitude pendant mon taper, quitte à réaugmenter vers la fin si je sens que j'ai manqué le bateau, puis là, tu fais ton événement. Fait que ça permet de se gérer un peu. Ils se sentent flat ou sont flat? Ben là, après ça, il y a les aspects aspects subjectifs qui comptent énormément parce que c'est l'athlète qui va faire la performance, mais c'est d'où l'importance de mesurer pas juste le volume d'entraînement, mais la réponse à l'entraînement avec des petits tests objectifs ou des marqueurs physiologiques ou subjectifs pour voir est-ce qu'on est en train de s'amoindrir d'un point de vue fitness, on est juste en train de dissiper la fatigue. Donc, ça prend vraiment des marqueurs. Il faut savoir quoi regarder pour prendre cette décision-là parce que tu fais juste te fier au subjectif de l'athlète. Ben là, tu es un petit peu à l'aveugle. Je sais que le mot de la fin était 4 minutes. Oui, mais c'est vraiment intéressant. Voilà. Est-ce que ça vaut la peine d'individualiser l'entraînement, l'affûtage, excuse-moi, pour chaque personne? Est-ce que chaque athlète ou individu réagit différemment à l'affûtage? Oui. OK. Puis là, c'est vraiment difficile parce que là, tu fais comme une espèce de jeu de chef d'orchestre avec, tu sais, si mettons, t'entraînes un groupe d'individus, mais là, il faut comme que tu individualises tout le monde. Ça se fait, mais c'est tough, là. Et ce qu'on voit, c'est des particularités individuelles. Les athlètes plus explosifs, plus fit 2, plus puissants, plus grande vitesse maximale, généralement, ont besoin d'un petit peu plus de temps pour faire atterrir leur avion. Fait qu'ils vont peut-être commencer 3 semaines avant l'événement plutôt que 2. Puis les athlètes très, très aérobies, très endurants,
peu explosifs, vraiment capables de tolérer des gros volumes d'entraînement sans se blesser, ben eux, on peut se permettre de commencer un petit peu plus tard parce qu'ils vont souvent récupérer un petit peu plus vite parce que les fibres de type 1 sont un peu plus endurantes, un petit peu moins propices aux courbatures. Donc, c'est possible de faire atterrir leur avion un petit peu plus vite, disons. Mais là, après ça, ça prend la pratique, idéalement de tester à l'entraînement, très loin de la compétition, d'où l'importance de commencer la relation coach-athlète tôt, là, loin de la compétition pour pouvoir faire ces pratiques-là, pour qu'au moment du jour J, que ça compte vraiment, ben, on a une bonne compréhension de l'athlète. OK. Ouais. Là, j'ai vraiment plus de questions. Moi non plus. Là, c'est là. Très intéressant, Frank. Merci, Mike.